Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir signalé que le son n'était pas activé. Alors, je disais il y a un instant que nous allons donc aujourd'hui écouter l'exposé de Yan Yang sur l'impact de l'anglais et du chinois mandarin sur l'apprentissage du français et que nous aurons la semaine prochaine un autre exposé. Et je vais ajouter une dernière séance de bilan pour faire le point sur vos travaux personnels et sur diverses questions que vous aurez. Euh, pour aujourd'hui, si vous n'avez pas de questions particulières avant que Yan Yang commence. Donc, je vous signale que c'est une doctorante qui a quasiment terminé sa thèse. Hein, sa première version est achevée. Donc, si vous voulez, sa réflexion est déjà bien avancée. Maintenant, c'est simplement de la mise en forme qui reste à faire. Donc, elle fait partie des doctorantes qui maîtrisent très, très bien leur sujet. Donc, si vous n'avez pas de questions préalables, nous allons l'écouter et puis ensuite discuter de son travail, enfin de sa présentation. Et enfin, si nécessaire, bien sûr, nous pourrons revenir sur d'autres questions sans rapport éventuellement avec l'exposé, mais en rapport avec le cours. Alors, nous allons donc commencer. Je vous laisse la parole, Yann Yann. Ok, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yang Yang. Je suis doctorante en quatrième année. Je travaille sur l'impact de l'anglais et du chinois mandarin sur l'apprentissage du français chez les apprenants adultes en Chine. Donc, aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir de partager mon travail. J'ai presque fini ma thèse. Donc, je présente le tout le tout contenu de ma thèse. Ok, je commence. Il y a, il y a 5 parties dans mon travail. Le contexte de la recherche, la première partie. Ensuite, c'est la partie de la théorie, c'est la méthodologie. Après, c'est la partie de pratique. Donc, dans la première partie, je présente le contexte de la situation actuelle de l'enseignement du français en Chine pour justifier mon choix des apprenants. En principal, il y a 6 les endroits principaux d'apprendre le français en Chine. Selon le nombre des étudiants et la motivation des étudiants, le beaucoup de facteurs, finalement, on a choisi les étudiants à l'université choisir le français comme la spécialité et le français comme la deuxième langue étrangère, c'est-à-dire c'est pour les étudiants en spécialité d'anglais. Ensuite, dans la deuxième sous-partie, j'ai distribué un questionnaire simple. Il y a 10 questions pour connaître les opinions des apprenants sur l'impact du chinois et de l'anglais. Il y a 224 copies sont récupérées. C'est juste c'est juste un résultat, mais ça nous montre que la moitié ici, ça nous montre la moitié des apprenants pensent que le chinois mandarin joue un rôle. Mais c'est-à-dire les moitiés des apprenants pensent que le chinois mandarin ne joue pas un rôle dans l'apprentissage du français. Mais presque tous les apprenants pensent que l'anglais joue un rôle dans l'apprentissage du français, mais les différences, leurs opinions sur l'impact ou positif et négatif sont différentes, sont variables. Alors, Donc, excusez-moi, je vous interromps un instant, mais est-ce que vous pouvez, ouais. pour qu'on comprenne bien, donner des exemples des questions qui étaient posées? Vous auriez pu la montrer un petit extrait du questionnaire, mais voir, est-ce que vous vous souvenez quels étaient les genres de questions qui étaient posées et bien expliquer que, en fait, ce questionnaire, il repose sur les impressions que les personnes ont elles-mêmes. Hein. Ce n'est pas vous qui avez testé que telle langue avait un impact plutôt qu'un autre. Ce sont les sujets
les étudiants qui ont dit qu'à leur avis, hein, comme ça, intuitivement, c'est plutôt le chinois qui avait un impact ou plutôt l'anglais, etc., sur l'apprentissage du français. Hein, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ici, c'est le questionnaire en Voilà, très version bien. français. C'est parfait. Ouais. Il y a presque Voilà. Donc, 10 c'est à partir questions. de la question, remonter un petit peu, à partir de la question 5, je crois que la chose commence. Ouais. Voilà, C'est c'est ce genre de questions. ouais, ce genre de questions. C'est une question, c'est juste l'opinion très générale. C'est juste opinion subjonctif. Subjective, je pense, plutôt. Subjective, oui, Oui, subjective. subjective. Ouais. Donc, ici, ici c'est juste un des résultats, mais les opinions sur le positif et négatif sont variantes sur le lexique, sur le sémantique, sont différentes. Donc, finalement, à la fin de cette partie, j'ai notre problématique principale sont quelle langue, le chinois et ou l'anglais, est la langue source de transfert de l'influence interlangue dans l'acquisition du français pour les apprenants. Mais comment les apprenants acquérir cette langue? C'est plus important pour savoir le processus parce que si on bien connaître le processus, on peut bien, en tant qu'enseignant, on peut bien enseigner cette langue. Donc, c'est le plus... Oui, très bien. Alors, juste, j'arrête. Excusez-moi, je vous interromps au fur et à mesure, mais c'est aussi parce que j'essaie de faire en sorte que l'exposé soit intéressant aussi pour tous les étudiants du point de vue de la méthodologie. C'est très intéressant, votre diapositive ici, de bien sur la question de la problématique, parce que ça, c'est vraiment un point extrêmement important, cette notion de problématique dans la recherche en n'importe quelle discipline, d'ailleurs en linguistique éventuellement. Et vous voyez, cette distinction entre le quoi et le pourquoi me semble très judicieuse. Le quoi, c'est quelle est la problématique, sur quoi vous travaillez. Est-ce que là, c'est là qu'on va formuler d'une manière très précise la question de recherche qu'on se pose, et ne pas oublier surtout le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je fais ce travail. J'ai déjà plusieurs fois insisté sur cette question, mais c'est parce qu'en linguistique, ça me paraît très important. Il faut toujours se demander quel intérêt un peu plus général présente la question linguistique, technique que l'on travaille. Hein. Et là, en l'occurrence, bah, vous dites très bien, on comprend très bien pourquoi c'est intéressant de faire cette recherche technique en linguistique. Bah, c'est parce que ça permet de comprendre comment les apprenants chinois apprennent le français, et puis ça permettra peut-être d'améliorer les méthodes pour l'enseignement du français en Chine. Hein. Donc, vous voyez, je précise ça pour les autres étudiants qui sont encore en master. C'est très important d'avoir bien à l'esprit cette distinction entre le quoi et le pourquoi hein, dans la problématique. Merci. Donc, je vous redonne la parole. Ok, merci. C'est le premier chapitre, c'est comme plutôt une grande introduction de mon travail. Ensuite, c'est la deuxième partie, c'est sur le cadre théorique. Il y a 3 sous-parties dans ce chapitre. La première sous-partie, je présente les théories sur l'acquisition de la langue maternelle et l'acquisition sur la langue étrangère. Dans la deuxième sous-partie, je présente facteurs d'influence sur l'acquisition de trilingue. Et troisième partie, c'est les aspects de l'influence de interlangue. Ensuite, dans la première sous-partie, je présente 3 théories importantes. La première, c'est le behaviorisme, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue maternelle, c'est comme un développement de l'habitude. C'est l'input de l'adulte, c'est comme le stimulus. Après, quand les enfants écoutent les énonces des adultes, ils font l'imitation. Quand l'imitation est bonne, elle est renforcée par les adultes. Quand l'imitation n'est pas bonne, les adultes font la corriger.
correction. Donc, selon ce cercle, petit à petit, l'habitude langagière est formée. C'est le grand idée dans le cadre de behaviorisme. Mais ensuite, selon le même chemin, quand on apprend de la langue étrangère, c'est quand même former une nouvelle habitude. Dans ce cadre, une analyse contrastive est proposée, c'est-à-dire que les similarités entre les langues peuvent faciliter l'apprentissage de la nouvelle langue, tandis que les différences entre les langues peuvent en défaire. Donc, dans l'analyse contrastive, les différences est plus important. C'est-à-dire, c'est les différences qui fait l'influence négative, c'est la source des erreurs. C'est la grande idée de le behaviorisme, de l'acquisition de la langue maternelle et la langue étrangère. Ensuite, c'est la deuxième théorie, c'est sur le nativisme de Chomsky. L'acquisition de la langue maternelle, ce n'est pas une formation de l'habitude, c'est parce qu'un dispositif inné dans notre cerveau. Il existe des grammaires universelles, il comprend les principes et les paramètres. Les principes, c'est-à-dire, se présentent les structures abstraites et sous-jacentes qui existent dans toutes les langues, mais les paramètres, ce sont les valeurs spécifiques dans les langues, c'est les différences, c'est pourquoi les Chinois et le français sont différents, c'est les paramètres qui jouent un rôle. Donc, c'est pour l'acquisition de la langue maternelle, c'est un processus inné, c'est un processus d'activer de la langue, c'est d'activer de principes et activer le paramètre. C'est la quantité de Chomsky. Suivre dans ces quatre, les trois grandes hypothèses sont proposées sur l'acquisition de langue étrangère. Trois hypothèses sont différentes. Pour le premier, c'est l'hypothèse accessibilité entière, c'est-à-dire tous les principes et les paramètres sont accessibles pour apprentissage des langues étrangères. C'est sur le même chemin que l'apprentissage de la langue maternelle. Mais pour le deuxième, il pense que les principes, que les règles abstraites qui peuvent être accessibles à l'apprentissage de langue étrangère, mais les paramètres non. Mais pour le troisième hypothèse, c'est-à-dire que l'apprentissage de la langue maternelle et la langue étrangère sont tout à fait différentes. L'apprentissage de la langue étrangère, c'est plutôt comme dans la théorie constructivisme, c'est le paramètre et le principe ne sont pas accessibles. Ce sont trois hypothèses différentes. C'est le grand idée dans le grammaire universelle. Après, c'est la théorie sur le constructivisme. Dans ce cadre, il y a deux personnes très connues, c'est le Piaget et le Vygotsky. Ils pensent que le développement cognitif est la base du développement du langage. Et la capacité langagière est aussi un aspect de la capacité cognitive. C'est deux choses en même temps. Après, le Vygotsky pense que le développement de la capacité langagière jouait aussi un rôle très important pour le développement de la cognitive. Donc, c'est l'influence mutuelle. Dans ce cadre, je pense que le développement de la capacité cognitive est un processus de construction. C'est un processus de construction avec l'interaction avec les hommes et notre monde. Donc, notre expérience joue un rôle très important dans ce processus de construction. Donc, après, parce que dans ce processus de construction et cognition, l'analogie joue un rôle très important. Mais l'analogie est la base de la similarité entre les langues. C'est pas tout seulement entre les langues, notre expérience, beaucoup de choses. Mais dans ce cadre, j'ai juste limite dans la similarité entre les langues. Donc, le processus analogie est donc au cœur de l'apprentissage et transfert parce que
l'analogie est un bon moyen pour résoudre le problème et d'acquérir de nouvelles connaissances, c'est-à-dire apprendre une nouvelle langue. C'est comme notre cerveau traiter les nouvelles informations. Donc, quand on traite ces nouvelles informations, analogie joue un rôle quand même très important. Donc, dans ce cadre, l'acquisition de la langue étrangère sur le même chemin, c'est comme construire un nouvel système de langage. Donc, aussi, l'analogie joue aussi un rôle très important dans ce processus de l'acquisition de langue étrangère. C'est qu'en différence que la première partie, le behaviorisme, c'est les différences qui jouent un rôle dans les erreurs des apprenants. Mais dans cette partie, dans le contexte, dans le cadre de constructivisme, c'est l'analogie, c'est les similarités jouent un rôle pour résoudre le nouvel problème. Donc, c'est la différence. Ici, c'est un petit résumé sur le niveau de sous-théorie dans cette partie. Sur l'acquisition de la grammaire, l'imitation, sur la grammaire universelle, c'est inné, et puis aussi le constructivisme, c'est pour construire et analogie. C'est la base de théorie. Ensuite, dans la deuxième sous-partie, je présente les facteurs qui influencent sur l'acquisition de trilingue. Il y a beaucoup d'études qui travaillent sur seconde langue étrangère, mais dans mon travail, c'est plutôt sur le trilingue, multilingue. Donc, je présente deux types de facteurs. Premier type de facteur est basé sur les apprenants. Le deuxième est basé sur les langues. Ici, vous voyez ce que je mets le croix, c'est-à-dire je ne prends pas le contre ce facteur dans mon recherche parce que sexe et l'aptitude, personnalité, quand même, jouent un rôle très important pour l'apprentissage de langue. Mais en raison de le nombre, en raison de la difficulté pour mesurer le niveau de personnalité, donc je ne prends pas en compte. Les trois facteurs, je prends en compte, c'est âge. Tous les apprenants sont les adultes, c'est-à-dire ils apprennent le français à partir de 18 ans. Après la motivation, j'ai choisi les étudiants apprennent le français comme spécialité d'anglais et comme spécialité, et les apprenants choisissent l'anglais comme la spécialité parce qu'ils ont une motivation positive sur apprendre la langue. Donc, c'est le contexte d'apprentissage, c'est-à-dire tous les apprenants que j'ai choisis dans cette recherche apprennent le français en Chine. Ils jamais apprennent à le faire. Ils ne font pas leurs études en France ou en pays étrangers. Donc, c'est le facteur sur les apprenants. Ensuite, je présente aussi les facteurs sur les langues parce que selon la combinaison de notre recherche, le chinois, le français et l'anglais, on a finalement limité notre facteur analysé sur le niveau de compétences linguistiques parce que le français et l'anglais sont les langues intermédiaires pour eux. Donc, leurs niveaux sont tout à fait différents. C'est la deuxième sous-partie. Dans la troisième partie, dans beaucoup de recherches sur le trilingue, il fait les aspects différents. Pour le premier, les aspects phonétiques, phonologiques, sémantiques et le lexique, il y a beaucoup de travail sur le morphonologique et le syntaxique et pragmatique, moins de travail. Donc, finalement, on a choisi le morphologie et syntaxique parce que dans cette partie, il y a beaucoup d'hypothèses et le modèle à proposer. Les opinions sont tout à fait différentes. C'est bien pour vérifier laquelle hypothèse est plus raisonnable. Donc, ici, dans l'aspect dans le transfert de morphonologique et syntaxique,
il y a 5 hypothèses mentionnées, travaillées beaucoup dans les autres recherches. Première hypothèse, c'est L1, c'est-à-dire c'est seulement l'influence de L1, il y a seulement l'influence de L1 dans l'acquisition de L3. Après, c'est seulement l'influence de L2, c'est juste la langue étrangère influence sur l'acquisition de la langue étrangère. Le troisième, c'est le modèle amélioration cumulative, c'est-à-dire que c'est le L1, L2, les deux langues qui jouent un rôle important dans l'acquisition de L3, mais il n'y a que l'influence positive, il n'y a pas de négative. Mais pour le troisième, pour le quatrième, c'est le modèle de primauté typologique, c'est-à-dire quelle langue est plus proche que la troisième langue, cette langue qui fait l'influence principale. Pour ces deux modèles, sont proposés dans le cadre grammaire universelle. Pour le cinquième, c'est le modèle proximité linguistique et le modèle Scabel, c'est-à-dire c'est aussi toutes les langues L1 et L2 jouent un rôle important, mais elles ne sont pas d'accord avec le modèle troisième et quatrième, c'est-à-dire c'est pas un processus d'activer, c'est plutôt un processus de construire. C'est dans ce processus de construire, c'est un processus de, pardon, excusez-moi, vous voulez dire un processus de construction? Oui, construction. Dans ce processus de construction, c'est, comment dire, les apprenants construisent le système langagier propriété par propriété. Parce que selon le quatrième modèle, il pense que quand notre cerveau, dispositif, décide laquelle langue est plus proche que la troisième langue, c'est toutes les abstraits et les paramètres influencent sur. Mais pour le cinquième, je pense que c'est pas toute la langue, c'est pas toutes les règles qui influencent, c'est juste propriété. Ça dépend. D'accord. Ouais. Très bien. Juste, je vous interromps, excusez-moi un instant, pour souligner la qualité de ce schéma. Hein. Vous voyez, je dis ça pour les autres étudiants et les étudiantes. Vous voyez, on a ici donc les différentes hypothèses qui sont classées et pour chacune, on a des références bibliographiques. Hein. Ça, c'est vraiment un très, très bon schéma, très clair, très précis. Mais bon, évidemment, le schéma, il a besoin aussi de toutes les explications qu'a donné Yan, puisque c'est bien joli d'avoir des titres, mais il faut savoir exactement ce que ça signifie. Et donc, en particulier, de comprendre pourquoi le dernier modèle, le modèle de proximité linguistique, le modèle de Scalpel, est différent des précédents. Mais je voulais insister sur le fait que ce genre de schéma, ce schéma-là précisément, est très réussi et très, très utile. Voilà. Merci. OK. C'est la grande, comment dire, hypothèse qu'on va utiliser, qu'on va vérifier dans la partie pratique. Ensuite, c'est le résumé de ce chapitre. Quand on travaille, il y a plusieurs facteurs qui influencent sur l'acquisition de troisième langue dans plusieurs aspects. Finalement, on a choisi les morphologies et syntaxiques. C'est quand même un sujet trop large. Pour faire la pratique, finalement, on a choisi les articles, l'apprentissage et l'acquisition des articles en français comme un exemple pour montrer notre méthodologie et l'analyse pratique. Pourquoi j'ai choisi l'article? Parce qu'en chinois mandarin, on n'a pas d'article, mais on a une structure classificateur qui joue aussi un rôle important, mais on n'a pas l'article. En français, on a l'article défini, indéfini, et en anglais, l'article, on a aussi l'article défini et indéfini, mais il y a des différences
et les similarités entre les deux langues, entre les deux systèmes. Donc, ça nous propose un très bon contexte pour faire la comparaison et collecter les données. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi l'article comme exemple. Après, finalement, c'est la portée de la recherche, c'est le processus d'acquisition des articles en français chez les apprenants chinois adultes en Chine. Donc, selon ces deux parties, j'ai finalement proposé des questions à répondre dans la partie suivante. Les premières trois, c'est sur les 5 hypothèses j'ai mentionné, et le quatrième et le cinquième, c'est sur le niveau de langue étrangère, niveau de l'anglais et niveau de français. Et sixième, c'est juste pour expliquer comment expliquer notre résultat. C'est le processus, comment les apprenants, le processus d'acquisition et pour expliquer le processus d'acquisition. OK, c'est la première partie. Ensuite, c'est la troisième partie, c'est sur les 4 méthodologies. Parce que le français et l'anglais sont les langues intermédiaires, donc il est nécessaire de collecter les données des L2 et L3, le français et l'anglais. Donc, le but de cette partie est rédiger les tests pour collecter des données. Donc, on comparait les différences et les similarités des 3 langues, le système de l'article et le classificateur. Pour faire la comparaison, on emprunte le schéma de Picton et Hübner. Selon leurs études sur l'acquisition des articles d'anglais, parce que l'analyse de l'article est toujours liée à la signification référentielle du groupe nominal. Donc, ici, la signification référentielle se divisait par 4 types. Le type 1. Merci de donner un exemple pour chaque type. Ouais. Pour le type 1, c'est le générique. Par exemple, je donne exemple par la suite. Ah, d'accord. En principe, ouais. Pour type 1, c'est le générique. Le type 2, c'est l'article défini. Le type 3, c'est le indéfini. Le 4e, c'est le non référentiel. C'est-à-dire, dans chaque type, je présente 3 types de mots. C'est 3 types de noms, non singulier, non pluriel et le non massif. Par exemple, pour le générique, le T1N1, c'est-à-dire le titre est d'un animal carnivore. En français, en anglais, on dit the tiger is. Donc, dans ce 4 types, je mets en noir, c'est-à-dire en anglais et en français, partagent les similaires de présence de l'article. Mais en rouge, c'est-à-dire en français, on utilise l'article. Les Français, par exemple, pour le T1N2, les enfants aiment les bonbons. En anglais, on dit children like candies. En anglais, on utilise l'article 0. Mais à côté de l'apprenant, l'article 0, c'est presque comme l'absence de l'article. En linguistique, on distingue l'article 0, c'est comme l'article indéfini, mais à côté d'apprenant de langue étrangère, c'est l'article 0, c'est comme 0, c'est comme ne présente rien. Présente rien il n'y a rien devant le groupe nominal. Donc, en rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est la différence entre le français et l'anglais. Donc, il y a 10 sous-catégories au total, 5 sous-catégories en noir, 5 similaires, 5 sous-catégories similaires, 5 sous-catégories différentes. Un grand critère qu'on prend en compte, c'est la présence et l'absence de l'article. Selon ce schéma,
Ici, c'est le résultat de la comparaison, la présence de l'article. Ici, on fait la comparaison sur l'ordre, l'accord et la présence de l'article. Ici, ça nous montre, le croix, ça nous montre c'est la présence, le tiret, c'est l'absence. En chinois, on n'a pas l'article, mais ce que je mets croix dans la parenthèse, c'est-à-dire dans ce cas, on utilise aussi la structure classificateur. Ici, la dernière sous-catégorie, c'est une catégorie très importante. C'est un seul catégorie. Le français et le chinois partagent la similaire, mais différente en anglais. C'est comme, par exemple, c'est exemple ici, pour le quatrième, c'est le dernier. En français, on toujours dit « elle est étudiante ». En anglais, on dit « she is a student ». En chinois, c'est les deux possibles, mais plus souvent, c'est le premier. C'est un seul sous-catégorie qui, le chinois et le français partagent la similarité dans ces 10 sous-catégories. Donc, c'est aussi la base de notre rédaction de 3 tests. Après, on a rédigé notre test. Les premières 2 tests, test 1 et test 2, sont sur analyse de l'influence de l'anglais. Ce sont des tests y compris 60 phrases de jugement. C'est-à-dire, il y a 10 sous-catégories. Chaque sous-catégorie, il y a 6 phrases. Par exemple, D1N1, dans cette sous-catégorie, il y a 6 phrases. 3 phrases sont correctes, 3 phrases sont erronées, mais les phrases en anglais sont correspondantes. C'est un seul critère, c'est sur l'absence et présence de l'article. Pour éviter l'influence de féminin et féminin masculin de nous en français, on prend en compte, par exemple, pour la forme correcte, un nom masculin, un nom féminin, un nom liaison. Donc, c'est juste un exemple d'une sous-catégorie. On fait 60 phrases de chaque test. Le test 1 sont en anglais, le test 2 en français. En total, il y a 120 phrases à juger pour les apprenants. Le troisième test, c'est l'influence du chinois mandarin. On demande les étudiants à écrire des phrases selon les mots à donner. Donc, il y a 20 phrases à écrire. Chaque sous-catégorie, 2 phrases à demander. Donc, il y a 20 phrases à écrire. C'est la troisième partie. C'est juste pour rédaction, les tests. C'est ça. Ensuite, pour la 4e partie, on fait l'analyse du corpus. Dans cette partie, y compris 3 études riches. La première étude concerne le niveau global d'anglais et le français. Le deuxième se concerne l'acquisition des articles, ces 3 tests qu'on a reçus. Et le deuxième, les différences entre le deuxième et le troisième, c'est sur le niveau de français et le niveau d'anglais. Ensuite, je présente les premières études. Les premières études, les données sont les scores de 2 tests nationaux. Les 2 tests sont le premier test, le test national du français enseigné à titre de spécialité, c'est-à-dire pour les étudiants en Chine en spécialité de français, un test TFS 4 est un test obligatoire à deuxième année de licence. Après, il y a un test national et universitaire d'anglais, c'est le CED4. Ce n'est pas un test obligatoire, mais presque tous les étudiants participent à ces tests. Ce sont des tests nationaux. C'est
présente la performance globale d'anglais et de français. Donc, on a reçu 112 données correspondantes. On fait une analyse statistique. Comme ça. Premièrement, j'ai divisé 112 apprenants selon leur niveau d'anglais en 3 groupes, de bas à haut. Donc, après, nous nous posons une question. Est-ce que leurs résultats de français présentent la même différence selon le niveau d'anglais? Le résultat ici nous montre que oui, les étudiants travaillent bien en français. Les étudiants ont les meilleurs résultats en anglais, qui aussi ont les meilleurs résultats en français. Les intermédiaires, aussi intermédiaires en français. Le moins bon, aussi moins bon en anglais, en français. Donc, ça nous montre aussi l'influence de l'anglais sur le français. Après, on fait une analyse de corrélation. Ici, le résultat nous montre qu'il y a une corrélation significative et positive entre les 2 scores. C'est le résultat global. Ici, ça nous montre la corrélation 0,6 au 4. C'est une corrélation fort, mais intermédiaire. Pas très fort, mais intermédiaire, c'est quand même pas mal. Selon notre 3 groupes de niveau de français et d'anglais, on fait encore une fois l'analyse corrélation. Le résultat nous montre que pour le niveau plus bas, il n'y a pas de corrélation entre les 2 scores. La corrélation montre juste à partir de niveau intermédiaire. C'est le résultat de premières études. Ça nous montre, premièrement, l'anglais joue un rôle positif au niveau global de l'apprentissage du français. Ensuite, le niveau seuil est nécessaire, mais quand le niveau très bas, il n'y a pas de corrélation. Troisièmement, plus le niveau de maîtrise d'anglais et le plus d'influence positive sur le français. Donc, c'est le niveau global. Mais le niveau global, au niveau de syntaxique, au niveau de lexical, il y a beaucoup de choses y compris. Est-ce que c'est le résultat conforme à notre résultat de l'article? Donc, on continue les études, le deuxième étude. Dans cette étude, on a distribué notre 3 tests aux étudiants à l'université de 3 licences, licence 1, licence 2 et licence 4. Donc, leur temps d'apprentissage de l'anglais ont plus 6 ans, presque plus 6 ans, plus précis, je pense que c'est plus de 9 ans. Mais quelqu'un entre eux, moins de 9 ans, mais en général, plus de 6 ans. Après, leur temps d'apprentissage du français sont à partir de 6 mois jusqu'à 3 ans et demi. Donc, ici, c'est le résultat qu'on a eu. En bleu, c'est le résultat de test 1 sur l'anglais. En rouge, c'est le résultat de test 2 en français. On fait l'analyse corrélation entre les deux. Le résultat nous montre que seulement pour les étudiants de licence 1, il y a une corrélation significative, mais le licence 2 et licence 4, il ne montre pas la corrélation. C'est un peu l'inverse de la résultat de l'étude première. La première étude, c'est le niveau plus haut. Il y a une corrélation entre les deux, mais au niveau de syntaxique, au niveau de l'article, il n'y a que l'influence, que les corrélations pour les étudiants niveau moins bas, plus bas. Donc, il n'y a que des corrélations sur le licence 1. Ensuite, dans notre test, il y a
une partie similaire, une partie de différence. Dans chaque 60 questions, 30 questions sont similaires de présence de l'article, 30 questions sont différentes de présence et l'absence de l'article. On fait l'analyse corrélation entre les deux. On trouve pour la partie de similaire en français et l'anglais, pour la licence 1, il y a corrélation aussi significative, mais pour le 2 et 4, non. Mais pour la partie de différente, il n'y a aucune corrélation. C'est-à-dire la différence entre les langues, la différence entre le français et l'anglais ne fait pas l'impact négatif. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de l'impact. Ce n'est pas l'impact négatif. C'est le résultat de test 1 et le test 2. Ensuite, pour le résultat de test 3, c'est un résultat plus intéressant, c'est sur le type T4 et N1. C'est juste une seule sous-catégorie, le chinois et le français partagent la similarité. C'est comme en français et les professeurs, en chinois on dit c'est presque la même correspondance. En français, en anglais on dit she is a teacher. Selon le résultat, ça nous montre que quand même pour la licence 1, il y a beaucoup très bons résultats sur ce DIP. Pour les autres 9 sous-catégories, leur moyen est moins 1 point. Mais seulement pour cette sous-catégorie, ils ont un très bon niveau. Mais on pense que c'est le similaire, le chinois, qui joue un rôle, qui laisse les apprenants, surtout pour la licence 1, un très bon niveau que la licence 4. Ensuite, on fait une analyse des erreurs. On catégorise 5 types des erreurs. Le type 1, c'est l'absence de l'article. Deuxième, l'accord de nombre. Troisième, l'accord de genre. Quatrième, confusion de référence. Cinquième, redondance, c'est la présence inutile de l'article. Par exemple, je suis une professeure, je suis une étudiante, ce type des erreurs comme ça. Selon ce résultat, ça nous montre que le plus grand nombre des erreurs sont sur l'absence de l'article, sans doute. Ensuite, ce type des erreurs se réduit progressivement. Et troisième, les erreurs de confusion de référence ne diminuent pas beaucoup. C'est diminue, mais pas beaucoup. C'est pour la licence 2 et licence 4, c'est presque le même. Et puis, la présence inutile de l'article, ça nous montre aussi l'influence négative de l'anglais, mais pas beaucoup, mais quand même, il existe. Après, on fait une analyse approfondie pour l'article, pour les erreurs de l'absence de l'article. On trouve que c'est pour en rouge, en bleu, le premier type, T1N1, font plus des erreurs sur l'absence de l'article, c'est-à-dire en français et en anglais partagent la similarité, mais les Chinois font quand même beaucoup des erreurs sur ces types. Parce qu'en chinois, on fait toujours le non-nu, c'est un seul mot pour représenter le générique dans ce type. Ça nous montre aussi l'influence négative de chinois mandarin. Selon notre résultat, c'est-à-dire l'influence de l'anglais positive, oui, négative, oui, l'influence du chinois mandarin, positive, oui, négative aussi. Donc, ça confirme la 5e hypothèse, les deux langues qui jouent un rôle positif et à la fois négatif dans l'apprentissage des articles en français, mais aussi propriété par propriété. Ce n'est pas d'autre. C'est sur 10 sous-catégories, ça nous montre un résultat différent. On ne peut pas utiliser une seule règle pour expliquer tous les résultats. Ensuite, c'est la 3e étude. On distribuait le même test aux étudiants.
Ici, la grande différence, c'est sûr, c'est les deux classes sont les étudiants en première année de leur licence, parce que dans les études 2, il n'y a que la licence 1 montre la corrélation. Donc, dans cette partie, on choisit deux classes. Le classe 1, la même classe dans l'étude 2. Le deuxième classe, c'est la classe qui ont très bon niveau en anglais, mais quand même en licence 1. Ici, le résultat. Résultat, ça nous montre que les deux classes en licence 1 présentent corrélation entre les tests 1 et tests 2. Pour la partie similaire et la partie différente, pour la partie similaire, la classe 2, le niveau très bon en anglais, montre la plus forte corrélation entre les deux scores. Mais pour la partie différente, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ces résultats confirment avec notre résultat de deuxième étude. Ensuite, c'est le résultat des études 3. Ici, pour le classe 2, nous pouvons voir que c'est presque, c'est pas presque, c'est tout, toutes sous-catégories dépassent la moyenne un point. Donc, ici, à côté, ça nous montre, c'est le résultat de licence 4 pour les étudiants à bon niveau en anglais qui travaillent juste 7 mois de français, mais il peut avoir presque le même résultat que les étudiants qui travaillent l'apprentissage de français depuis 3 ans et demi. Donc, ça nous montre un bon niveau en anglais peuvent accélérer l'apprentissage, peuvent accélérer la construction des systèmes, des articles en français. Aussi, on fait la même analyse de 5 types des erreurs. Ça nous montre aussi il y a une grande chute des erreurs sur l'absence de l'article. Ça nous aussi montre que de bons niveaux d'anglais favorisent la réduction de l'influence négative des Chinois mandarins. Donc, il y a quand même des erreurs sur la présence inutile de l'article pour les classes 2. En même, les erreurs de la confusion de références sont presque similaires. On ne peut pas, faire une conclusion très sûre, mais on propose une possibilité que c'est faire ce type d'erreur, confusion des références, c'est parce que en anglais, il a déjà fait des erreurs sur confusion des références. Après, cette erreur influence aussi sur la compréhension, sur les articles en français. Donc, c'est aussi une influence négative de l'anglais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par erreur de la confusion de référence? Par exemple, j'ai une sœur, elle a écrit j'ai la sœur. J'ai acheté des pommes hier, elle a écrit, ils ont fait des erreurs, j'ai acheté les pommes hier. Dans ce cas-là, mais on peut dire j'ai acheté les pommes, mais dans le contexte, on demande, c'est plutôt j'ai acheté des pommes au lieu de les pommes. J'ai une sœur, c'est au lieu j'ai la sœur. Donc, ce type des erreurs, c'est faire confusion de référence, définie à indéfinie. Ouais, il faudrait, enfin, on en reparlera, mais en fait, le problème, c'est juste une question de formulation. Dire confusion de référence, c'est un peu confus parce qu'on a l'impression que c'est le référent qui est mauvais. Simplement, ce qui est mauvais, c'est l'instruction référentielle, en fait. D'accord. C'est plutôt une erreur. Au lieu de dire confusion de référence, il faudrait dire à la place erreur d'instruction référentielle. D'accord. Parce qu'en fait, quand on donne un article défini
alors qu'on ne peut pas identifier. C'est en fait l'instruction référentielle donnée par l'article indéfini qui est mauvaise. Ce n'est pas tellement la référence, c'est plutôt l'instruction référentielle. Bon, c'est un détail, mais vous corrigerez ça dans votre thèse. Hein. OK. Ensuite, on fait le même type d'analyse. On peut voir que dans la classe 2, les erreurs de l'absence de l'article, c'est beaucoup moins nombreux. Surtout, il y a 3 sous-types, ils ne font pas les erreurs de ce type. Donc, finalement, notre résultat de l'étude, de 3e étude, et aussi confirme l'hypothèse 5. Il y a positif, négatif, aussi positif, négatif de chinois et de français. Donc, finalement, comment expliquer notre résultat? Nous pensons que ce n'est pas la différence entre les langues qui jouent un rôle pour faire les erreurs. Tout d'abord, quand on apprend la 3e langue, il y a 2 langues déjà dans notre cerveau, L1 et L2. On fait l'analogie. L'analogie joue un rôle dans ce processus. Quand les apprenants viennent trouver les similarités entre L1, L2 et le 3. Peut-être L1, peut-être L2, ça dépend. C'est propriété par propriété. Donc, si bien trouver les similarités entre les langues, ça favorise la construction de L3. Mais quand les apprenants pensent qu'il n'y a pas de similarité, ces différences, donc on ne les utilise pas, on ne les laisse à côté, donc il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de corrélation, on ne les utilise pas, on juste le mettre à côté. Donc, pour les différences, aucun impact sur la construction. Mais pour ici, peut-être il existe la similarité, il ne trouve pas, c'est comme la différence. Ici, il a bien trouvé la différence, il ne l'utilise pas. Le 4e, c'est la source des erreurs, c'est-à-dire il y a des similaires entre les langues. Par exemple, l'article 0 et l'article indéfini en français et le partitif. Mais, à mon avis de l'apprenant, ce sont des différences. Où il n'y a pas des articles en chinois, il y a la structure classificateur, mais les apprenants pensent que le classificateur, c'est équivalent l'article en français. Dans ce cas-là, il y a des différences, mais elles font mal compréhension sur les différences de la similarité. Donc, c'est comme comment expliquer, c'est comme la mauvaise analogie. Donc, dans ce cas-là, les apprenants font des erreurs. Mais, ouais, c'est ce que nous propose. Pardon, j'entends pas, monsieur. Oui, excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro. Une toute petite rectification de formulation, simplement pour la bonne compréhension de la diapositive. En fait, ce que vous voulez dire, c'est quand vous écrivez similarité à bien percevoir, ça signifie similarité bien perçue, bien comprise. Ah oui, c'est bien perçu. Mal perçue, ouais. comprise. Différence bien perçue ou différence mal perçue. Hein, voilà. Ouais. Mais je les précise pour que chacun comprenne bien ce que vous avez voulu dire. C'est bon? Oui, pardon. Okay. Ok. C'est ce que, par exemple, selon notre résultat, c'est le processus qu'on nous propose, c'est l'analogie, c'est la similarité joue un rôle le plus important, c'est pas les différences. Donc, parce que dans le terrain, dans l'université que j'ai fait l'expériment, que je faire l'analyse, que je faire ma recherche, les cours d'anglais à l'université sont suspendus pour les étudiants de licence 1 parce que les professeurs de français là-bas me disent que c'est pour éviter l'influence de différences, l'influence négative des différences pour les étudiants
de l'étudiant de débutant. Donc, selon notre étude, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de l'influence négative de différence entre les langues. C'est plutôt les similaires qui jouent un rôle le plus important. En tant que professeur, il faut profiter ces similaires similarités entre les langues pour accélérer leurs études au lieu de suspendre leur cours d'anglais, au lieu de arrêter leur apprentissage d'anglais pendant l'apprentissage du français. D'accord. Oui, alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que, disons que c'est l'impact concret de votre thèse, parce que, bien sûr, la plupart des gens en France ignorent ce que vous décrivez, là, cette pratique qui consiste donc à suspendre les cours d'anglais quand on commence l'apprentissage du français pour éviter les mauvaises interférences. Ouais. En fait, cette pratique, elle suppose une théorie, c'est-à-dire elle suppose la théorie que les similarités vont avoir un impact négatif, alors que vous montrez que les similarités, justement, n'ont pas d'impact négatif, d'où l'importance de votre recherche. Ouais, donc c'est plus important, pour les étudiants, c'est l'impact de l'anglais positif, c'est plutôt au début. C'est au début de construire de ce système de langagière. Donc, il faut profiter, c'est davantage au début au lieu après. Donc, mais au niveau de syntaxique, pour le lexique, peut-être c'est autre chose, mais au niveau de l'article, au niveau de syntaxique, je pense que c'est plus logique. Profite les similaires entre français et chinois et l'anglais en cours de grammaire. Mais alors, cette chose, vous voyez, vous pourriez presque en parler, je ne sais plus si vous le faites, mais ce serait bien de le dire dans l'introduction de la thèse, parce que dans l'introduction de la thèse, comme ça, vous dites, ben voilà comment on fait dans certaines universités en Chine. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort de faire ça, de supprimer l'enseignement de l'anglais pendant qu'on fait le début de l'apprentissage du français? Bon, et c'est une chose que vous pouvez dire comme dès l'introduction, comme justification de votre recherche. Hein. D'accord. OK. OK, ces résultats nous donnaient le piste pour préparation des cours par la suite. Dans la dernière partie, c'est l'analyse pédagogique. C'est dans cette partie, il y a 4 sous-parties parce que nous pensons que l'apprentissage du français, c'est un processus de construction. Donc, il faut suivre les lois de cognition. Donc, utiliser l'analyse analogique est importante. Dans la première sous-partie, je distingue l'analyse analogique et l'analyse contrastive. C'est pas juste simplement faire une comparaison en cours, c'est tout à fait différent. Ensuite, je présente des articles dans le cadre de grammaire cognitive selon la théorie de Langager. Après, dans la troisième sous-partie, je présente des articles dans le manuel de français utilisé en Chine. La dernière partie, c'est 2 expérimentations pédagogiques sur la méthode l'analogique. Pour la première partie, l'analyse contrastive et l'analyse analogique, c'est tout à fait différent dans le cadre théorique différent. Pour l'analyse analogique, c'est plutôt sur le processus cognitif, dynamique, construction, et on base sur les similarités pour aider les apprenants à construire plus facilement, plus rapidement le système. Mais pas aider les apprenants aider les apprenants d'éviter faire des erreurs. Non, c'est pas le but de notre l'enseignement. Après, c'est dans le cadre de la linguistique cognitive, on présente en cours, c'est plutôt sur expliquer la différence et les similaires au niveau de sens, au niveau de concept
au lieu de seulement la structure de grammaire. Donc, à la fin, dans le cours de l'analyse analogique, on toujours demande les élèves qui sont actifs, qui sont plus, actifs, apprendre et trouver les différences et trouver les similarités entre les langues. Au lieu le professeur qui donne les règles, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est la différence en principe entre deux manières. C'est pas justement simplement comparaison contrastive. Après, je présente la définition des articles dans le cadre de Langager. C'est plus intéressant, c'est lui donne il donne l'explication par le schéma, pour le schéma, beaucoup de schémas. Donc, c'est un peu difficile de montrer les schémas en cours pour les apprenants parce que c'est trop difficile pour comprendre, mais c'est une grande idée pour nous. On fait quelques modifications pour donner les images en cours. C'est pas simplement expliqué par les mots, juste explication, donner explication. Donc, ici, le schéma, ça nous donne une grande idée pour faire la préparation de cours. Ensuite, selon la linguistique analogique, mon directeur propose 5 degrés d'analogie. Ça nous donne aussi une indication sur la préparation de cours, la préparation l'ordre de cours. Par exemple, ici, dans ce tableau, on fait une comparaison. Selon la théorie de la langue à cœur, faire une comparaison entre l'article français et anglais. À la fin, on met le degré. Par exemple, degré 5, c'est-à-dire il y a presque le similaire, presque l'identique entre les deux langues. L'article défini, l'article indéfini. Ici, on met le 4. Par exemple, pour la partie indéfinie, spécifique indéfinie, par exemple, rats going to the storeroom. En français, on dit les rats sont entrés dans la réserve. C'est-à-dire, l'article 0 et les articles indéfinis sont similaires au niveau conceptuel, mais utilisation un peu différente. Pour les apprenants, c'est un petit moins de similaire que le numéro 5. Donc ici, on met 4. Pour le 3, c'est la grande différence. Par exemple, si tout arrive dans le type de générique, en français, on toujours utilise l'article défini pour montrer le générique, mais en français, en anglais, c'est l'article 0. C'est comme l'article indéfini. Donc, ici, c'est comme au niveau de conceptuel, c'est présent entre le générique. Les manières, l'article défini, indéfini, c'est l'inverse, c'est différent. Donc, ces niveaux, c'est 3. Donc, selon ce tableau, ça nous montre, quand on prépare le cours, on présente d'abord le niveau plus haut, c'est plus facile, c'est plus facile pour comprendre, il y a plus d'avantages d'accélérer de l'enseignement. Ensuite, c'est le niveau 4. Par la suite, c'est le niveau 5. C'est plus logique de préparation. Dans la troisième sous-partie, je présente 3 manuels. Le premier 2 manuels, c'est le français et le reflet. C'est selon le résultat d'une enquête sur le choix de l'utilisation des manuels de français en 2009. C'est déjà presque 10 ans, c'est déjà plus de 10 ans, mais changement de manuel, c'est quand même un peu difficile à l'université. Donc, c'est quand même nous montre ces 2 manuels quand même très populaires en Chine. Je présente le manuel, la méthode de présentation des articles dans ces 2 manuels. Ils sont presque sur la même manière. Par exemple, tout d'abord, il donne la définition des articles en chinois.
Ensuite, elle nous présente la forme. Par la suite, c'est l'emploi des articles indéfinis d'abord. Après, c'est l'article défini. En général, dans ces deux manuels, le premier manuel, c'est sur l'édition chinoise, mais pour le deuxième l'édition, c'est pour le deuxième manuel qui est introduit par l'édition française, qui est écrit et rédigé par l'édition française, mais la présentation de la grammaire sont presque la même manière. C'est toujours comme la présentation descriptive. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'explication entre les langues. Ici, après, je présente aussi un manuel utilisé dans le cours que j'ai fait expérimentation. C'est le manuel de français, langue étrangère. C'est plus intéressant, ce sont deux manuels. Dans ce manuel, il donne quelques correspondances en anglais. Mais pas beaucoup, mais sont quand même quelques explications et correspondances. Par exemple, ici, il donne la correspondance sur les articles comme ça, mais on a aussi une, comment dire, critique. C'est pas tout à fait correspondre les articles ne sont pas tout à fait correspondantes entre deux langues, mais il n'y a pas d'explication, c'est juste une comparaison comme ça. Donc, c'est dans la partie vocabulaire, dans ce manuel, il donne toujours les vocabulaires correspondants en anglais. Donc, en principe, dans ce manuel, il y a déjà quelques idées de présentes utilisent le similaire entre les langues. Finalement, dans la dernière partie, c'est notre expérimentation. On fait deux cours, une classe avec la méthode analogique. La deuxième, c'est la méthode traditionnelle. Avec la méthode analogique, dans le cadre grammaire cognitive, on présente images comme ça. Ce n'est pas l'image présente par le langageur, on change un peu, on donne l'image, après on donne les phrases en français et en anglais. On demande, les élèves expliquent les différences entre les images et les phrases. Par exemple, pour les pluriels, on donne les phrases comme ça, on demande les élèves expliquent les différences entre les deux. Par la suite, on aussi donné les phrases en chinois pour laisser les apprenants bien comprendre les différences et les classificateurs en chinois et les articles en français et en anglais. Pour le classe de traditionnel, on juste présente les règles en français, donner les exemples en français. On ne fait pas l'image, on ne fait pas les comparaisons. Après, le processus de l'expérimentation pédagogique, on choisit deux sujets des études, on choisit deux classes. Ce sont deux classes qui, en spécialité d'anglais, ils ont le même professeur de français, ils utilisent le même manuel. Donc, c'est un bon contexte pour faire expérimentation. Après, on fait une pré-test pour savoir leur niveau sur l'article en anglais, en français. On utilise le test 2 qu'on a conçu. La troisième partie, on a mis en œuvre ces différentes méthodes pédagogiques. La quatrième partie, c'est le deux tests, deux post-tests pour savoir le résultat de notre méthode pédagogique. Le post-test 1, c'est le test immédiat après le cours. Le post-test 2, c'est le test un mois après. Pour le post-test 1, on utilise deux tests qu'on a conçus dans le partie méthodologique. C'est la phrase à écrire. Le résultat ici, ça nous montre qu'il n'y a pas grande différence entre deux classes. Mais plus intéressant, c'est le résultat par la suite. Parce que par la suite,
quand on fait une analyse sur les types des erreurs, EN, c'est-à-dire l'absence de l'article dans la classe avec la méthode analogique, fait beaucoup moins des erreurs. Aussi, pour les erreurs 4 types, le quatrième type, c'est la confusion de référence. C'est le mal instruction de référence, fait beaucoup moins des erreurs. Aussi, l'absence inutile des erreurs fait moins des erreurs. Donc, le résultat se nous montre en général, pour le score global, il n'y a pas de différence, mais pour faire des erreurs, l'approche, l'analogique est efficace pour éviter de faire les erreurs. Après, c'est le résultat de Post Test 2, c'est le test un mois après. C'est le test, on utilisait le phrase à juger comme le test 2. C'est sur Internet parce que c'est déjà en vacances d'été. Les résultats ici, ça nous montre que pour classe 1, ils n'ont presque gardé le résultat, le même score, le même moyen de score, mais pour le classe B, pendant les vacances d'été, les résultats, il y a un peu réduit. Donc, en statistique, il n'y a pas grande différence entre ces quatre moyens, mais pour les étudiants, pour deux classes, c'est quand même important pour garder leur niveau et faire une petite chute. Donc, parce que notre expérimentation, c'est juste une science, c'est pas une expérimentation à long terme. C'est quand même raisonnable avoir ces résultats comme ça. Si on fait un plus long expérimentation, on peut avoir beaucoup mieux ou meilleurs résultats. Donc, la conclusion, c'est la méthode analogique est plus efficace que la méthode traditionnelle, surtout pour les étudiants débutants. Mais quand même, il faut faire l'expérimentation à long terme pour obtenir un résultat plus scientifique. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans ma thèse. À la fin, c'est aussi Lagune et la perspective. Ce que Lagune, je pense, tout ce que le corpus j'ai choisi dans ces tests, c'est les phrases de jugement, c'est les phrases à écrire, et le manque de corpus de l'oral, et le manque d'une analyse qualitative. C'est tout ce que j'ai fait, c'est plutôt sur quantitatif, mais il manque, par exemple, l'entretien avec les apprenants, c'est le corpus à long terme. Par exemple, si je suis un groupe des étudiants 1 an ou 2 ans pour montrer un travail, et c'est plus intéressant que j'ai choisi juste trois licences différentes. Après, je pense c'est tout ce que je fais. Je pense je montre une méthode pour comment faire l'analyse sur l'acquisition de troisième langue. On peut aussi traiter les autres points grammaticaux pour le verbe, pour la préposition, pour la proposition, pour le subordonné. Beaucoup de choses on peut traiter sur la même manière. Donc, tout ça, c'est tout ce que je fais. Très bien. Vous avez terminé Oui. Oui. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cet exposé très, très détaillé, très intéressant. Bon, écoutez, je n'ai pas beaucoup de remarques parce que j'ai fait les remarques au fur et à mesure de l'exposé. Ce que je veux souligner aussi pour les autres étudiants, c'est que finalement, vous obtenez à la fin dans le test pédagogique un résultat qui n'est pas très significatif, hein, mais donc il faut le dire, il ne faut pas tricher avec les résultats, le résultat n'est pas très significatif. Vous montrez quand même qu'il y a des petites différences, hein, avec un petit avantage de ce que vous appelez la méthode analogique. Donc, il faut quand même, par conséquent, dans votre conclusion, être un peu moins affirmative
quand vous dites, vous l'avez passé tout à l'heure, la diapositive, où vous dites votre conclusion hein, sur la méthode, voilà, vous dites la méthode analogique est plus efficace. Il faudrait dire quand même, pour être prudent, semble malgré tout plus efficace. Hein, parce que, en fait, les résultats ne le démontrent pas d'une manière très précise, donc il vaut mieux rester prudente et dire que, bon, bien que les statistiques soient proches, la méthode semble plus efficace. Ça n'est pas grave, c'est pas parce que moi je suis spécialiste de l'analogie qu'il faut absolument démontrer que c'est la meilleure méthode. Hein, la science, c'est pas ça, c'est qu'on essaie et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, on cherche d'autres résultats. Il faudra aussi préciser ce que vous entendez au plan pédagogique par méthode analogique. Alors, on comprend l'idée générale, c'est qu'on se base sur les ressemblances entre le français et l'anglais pour apprendre le français ou chinois. Bon. Mais l'exemple que vous montrez avec le schéma inspiré de Langacker, qui est une très bonne chose, là, c'est plus la méthode de la linguistique cognitive. Donc, bien sûr que la méthode analogique, elle a une dimension cognitive, mais peut-être il faudrait préciser un tout petit peu ça. Faut voir, hein, si on comprend bien. Là, évidemment, vous avez résumé, donc vous ne pouvez pas donner tous les détails. Mais dans la thèse, il faudra vérifier si vous expliquez bien ce que vous entendez par méthode analogique. Hein, parce que moi, je n'ai pas, même si je travaille sur l'analogie, je n'ai pas moi-même développé une méthode analogique pour l'enseignement des langues. Donc, je trouve ça très intéressant que vous le proposiez. Mais voilà, il faudrait être un peu plus précis. Et puis, ma dernière remarque, c'est que finalement, ce que vous montrez, et ça, il faudrait faire un travail collectif avec d'autres étudiants chinois, c'est qu'il faudrait créer un nouveau manuel. Hein. Il faudrait créer un manuel où systématiquement, on se base sur les connaissances qu'ont les étudiants chinois de l'anglais pour apprendre le français. Et moi, ça m'amuse toujours d'imaginer un manuel qui commence par un texte écrit en anglais, mais uniquement avec des mots transparents, par exemple university qui ressemble à université, etc., pour dire aux Chinois, prendre un premier texte et dire, voyez, vous connaissez l'anglais, eh bien, lisez ce texte en français, vous voyez, vous connaissez le français déjà presque un peu quand vous connaissez l'anglais. Hein. Donc, y compris du point de vue du vocabulaire, parce que là, vous avez centré votre propos, puisque vous avez utilisé l'article le sur la syntaxe ou mettons, la sémantique grammaticale, et pas sur le vocabulaire, mais en fait, votre démonstration, elle pourrait être faite dans une autre thèse aussi sur le vocabulaire. Donc voilà, c'est très intéressant parce que ça ouvre la perspective vers une autre méthode d'enseignement qui pourrait être utilisée, qui pourrait être intéressante, et voilà, il serait intéressant de créer ce type de manuel. Mais bon, ça, c'est un autre projet. Voilà, je m'arrête là avec mes commentaires. Est-ce que vous voulez compléter avec ce que je viens de dire, Yann? Moi, je pense non. Non, d'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Vous pouvez les faire par le chat aussi, je vérifie s'il y a des… Ouais, est-ce que les autres, vous avez des questions? Alors, je ne comprends pas. Quand vous dites, Sabrina, le degré avec celui de Sapir, vous parlez de quoi? Le degré de quoi de Sapir? C'était le degré par rapport au symbolisme phonétique, parce que j'ai vu dans l'exposé, il y avait 5 degrés, 5 niveaux. Oui, 5 degrés d'analogie, mais ça, oui. En fait, c'est juste pour mesurer, c'est très simple. Hein, mais parce que chez Sapir, comment il utilise des degrés de symbolisme phonétique aussi, plus ou moins fort, plus ou moins faible? Oui, c'est ça, volume d'amplitude et Hinton également, Hinton, voilà, et Nichols. Oui. Non, mais ça n'a aucun… disons… D'accord.
Oui, ça peut avoir un rapport dans la mesure où on peut considérer si le symbolisme phonétique est analysé comme une analogie, ben, si le symbolisme phonétique est plus fort, le degré d'analogie est plus fort. Si le symbolisme D'accord. phonétique est plus faible, le degré d'analogie est plus faible. Hein. Donc là, oui, il y a une relation. Mais Merci, monsieur. je vous en prie. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est normal, hein, c'est parce que votre exposé était déjà très, très complet. Alors, la semaine prochaine, alors merci encore, hein, Yann, de cet exposé. Puis bon courage pour la finalisation de la thèse. Vous n'oubliez pas de m'envoyer un résumé comme prévu. Hein. D'accord. Et OK. puis, pensez aussi à m'envoyer le PowerPoint de votre exposé, que je puisse le mettre en ligne. Hein. D'accord. OK. Alors, la semaine prochaine, pour la dernière séance d'exposé avant la séance de bilan, nous allons écouter Son Jeong Kim, qui va nous parler de plutôt dans une perspective d'analyse de discours, une comparaison qui porte sur les catastrophes nationales en France et en Corée. Donc, j'ai vu qu'elle était là. Tout à l'heure, elle était connectée. Oui, elle est toujours connectée. Bon, je ne sais pas, Sogéon, vous voulez dire un tout petit mot pour annoncer votre exposé de la semaine prochaine? Non, mais je pense que pour l'exposer la semaine prochaine, ça ne serait pas tellement l'étude comparative, mais plutôt je vais présenter le cas de François Hollande, l'analyse. Ah oui, d'accord. Très bien, très bien. Et après, je vais peut-être montrer plutôt le mécanisme de frame de guerre. D'accord, le frame de guerre. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, c'est parfait. Essayez de penser, si vous pouvez, dans votre exposé, à tous les aspects de méthode, de méthodologie. Hein, okay. Que c'est important pour les étudiantes et les étudiants qui sont en master et qui ne sont pas spécialistes du sujet, moins de pouvoir comprendre la méthodologie que vous utilisez. Parce que effectivement, la méthodologie, c'est applicable à n'importe quel sujet. Et c'est ça l'intérêt de vos exposés, c'est de montrer des études faites par des étudiantes et des étudiants sur des cas concrets, mais où à chaque fois, quand même, on retrouve un esprit, une façon de raisonner, une façon de travailler qui est quand même assez... qui est commune, qui est proche, même si les sujets sont très, très différents, et dans certains cas, ça implique de grandes différences méthodologiques, mais il y a quand même, si vous voulez, dans la clarté de la problématique, dans la façon justement d'exposer les différentes étapes de la méthodologie, la façon d'utiliser les statistiques. Il y a toujours... Ce qui fait la différence entre une thèse de linguistique et une thèse de philosophie sur le langage, par exemple, c'est que justement le linguiste, il va presque obligatoirement utiliser des données concrètes, chiffrées, des observables, comme on dit parfois, pour appuyer sa démonstration. Alors que dans d'autres disciplines qui s'intéressent au langage, on va simplement avoir un discours d'explication. Et donc là, nous sommes quand même un peu obligés de décrire à la fois des modèles théoriques et des cas d'expérimentation, des cas empiriques, hein, exactement comme vous l'avez vu ici avec l'exposé de Yan Yang. Il y a toutes sortes d'hypothèses dans l'état de l'art, dans l'état des lieux. On fait apparaître les différentes théories qui expliquent, et puis ensuite, on fait des hypothèses, on teste sur des personnes, on mesure les résultats. Alors, soit il y a les expérimentations comme elles ont été faites là par Yan Yan, soit dans d'autres cas, c'est plutôt sur des corpus qu'on va travailler. Mais en gros, ce sont les deux grandes directions. Et à chaque fois, on a besoin quand même de données empiriques pour nos analyses. Donc, c'est pour cette raison que d'une certaine façon, on retrouve un petit peu toujours les mêmes choses, mais c'est intéressant d'exercer son esprit critique sur des sujets variés.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'exposé de Sanjiang. Au revoir. Monsieur, Oui. monsieur, excuse-moi. Qui est-ce qui parle? Vous pouvez m'entendre? Oui. En fait, j'ai une question pour le tutoir de. Je suis en master et je voudrais savoir quand est le tutoir de vous donner mon, mon Ah texte. oui, le travail final. Oui. Oui, oui. Oui. Eh bien, je ne me souviens plus exactement de la date. La date est écrite dans le premier… Bon, attendez, je vais vous le dire. C'était le 17, monsieur. C'est ça, merci beaucoup. Merci. 17. J'avais oublié, 17 mai. Non, 17 juin, pardon. 17 Ah, c'était marqué 17 mai. 17 mai. Du coup, et pour le travail de master, c'est le même date que… Non, alors, vous parlez, il y a deux choses. Il y a le travail personnel d'une dizaine de pages. Ça, c'est le 17 mai. Oui. Et vers le milieu du mois de juin, c'est le travail de master, enfin, le mémoire quoi, de master. D'accord? Je vais vous donner la date précisément. Attendez, je vérifie dans mon calendrier. Parce que ça dépend de la date de la date du jury. Donc, il faut que je retrouve la date du jury. Voilà, calendrier de master. Oui, c'est ça. C'est donc bien autour du 14-17 juin, la semaine du 14 juin, pour rendre le mémoire. Parce que ensuite il faut la soutenance et les jurys ont lieu le vendredi 2 juillet. Donc il faut qu'on donne la note. Si vous rendez dans la semaine du 14 juin, on peut faire la soutenance dans la semaine du 21 juin. Et comme ça, on peut donner la note. Voilà. Donc je disais, je me suis trompé tout à l'heure, 17 juin, c'est 14 juin. Donc, je répète, 17 mai pour le travail personnel, que ce soit sur le séminaire ou bien d'ailleurs sur le cours de linguistique cognitive. Et puis, le 14, la semaine du 14 mai, mais disons maximum le 18 juin maximum pour le mémoire de master. Pour la première session, parce que la plupart des étudiantes des étudiants rendent leur master au mois de septembre. La plupart du temps, les gens n'ont pas terminé. Presque tous les masters se soutiennent au mois de septembre. Et là, la date limite, donc le jury en septembre, c'est le 27 septembre. Donc, ça veut dire qu'il faut rendre dans la semaine du 13 septembre. Mais je vais répéter tout cela dans 15 jours, lors de la dernière séance. Et je mettrai une information, je vais le noter, je vais mettre l'information sur le site. Ah, d'accord. Du coup, si on peut le faire dans la session de juin ou la session de septembre. Voilà, uniquement pour le mémoire de master. Pour le mémoire de master, vous pouvez faire en juin ou en septembre, comme vous préférez. D'accord, c'est clair. Merci. Pour le travail, le petit travail personnel d'une dizaine de pages, là, c'est au milieu du mois de mai, 17 mai. D'accord, c'est clair. Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Pas d'autres questions? Monsieur, j'ai une question par rapport au mini-mémoire.
Oui. Alors moi, je travaille toujours sur l'image du corps féminin Oui. et je vous ai donné pour le premier semestre l'introduction avec la bibliographie comprise. Oui. Mais là, quand j'ai développé mon travail et tout, bah, j'ai dû rectifier quelques points. Par exemple, la bibliographie, j'ai dû supprimer quelques ouvrages, quelques articles pour en rajouter d'autres. Mhm. Et pour l'intro, bah, je l'ai amélioré en quelque sorte. C'est très bien. Normalement, ça pose aucun problème. Ah ben non, au contraire même. C'est une très bonne méthode. En fait, l'idée, c'est que vous utilisez votre travail du premier semestre, mais éventuellement, vous le retransformez, etc., en fonction de ce que vous avez appris de nouveau, hein, et c'est ce que vous avez fait. Et puis, vous me donnez le résultat, l'ensemble des deux, avec la première partie modifiée éventuellement, si nécessaire. Hein. Donc, vous avez très bien fait de faire ainsi. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Bon, eh bien, cette fois-ci, je crois qu'on va se séparer. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.